Je vais dire. Ah bah c'est pas. C'est drôle. Parmi nous vivent des êtres doués de capacités supranormales, des méta-humains possédant des aptitudes qui dépilent l'entendement. Björn vite. Il y a écrit Björn ou Björn? Björn, pas Burn. Ah, ça a commencé. Mais oui, ça a commencé. Björn Vita est un de ces héros du quotidien. Son super pouvoir. T'es sérieux là? Désolé. Son super pouvoir, se retrouver dans des situations toujours plus farfelues les unes que les autres. Accueillez la légende. Accueillez votre héros. Little Zizi. Better than every wee. 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 C'est n'importe quoi. C'est mon premier spectacle. Donc j'ai eu envie de me faire un kiff. Je me suis dit, je vais faire une entrée un peu en mode gladiateur, tu vois, pour me faire plaisir. Donc les types à la régie, je leur dis, écoutez les gars, j'ai écrit un texte, vous avez juste à le lire. Alors manque de bol, le seul des deux qui avait une voix un petit peu badass a oublié de me dire qu'il était dyslexique et allergique au pollen. Super. Et l'autre, je lui dis, bah écoute toi, à la fin, t'as juste envoyé une musique, ta carte blanche. Mais bon, non mais, je pensais qu'il allait rester dans le thème. Et l'autre, il envoie du... Alors, je suis nul en musique, mais j'ai quand même cru reconnaître Johnny Hallyday. Alors bon, j'ai rien contre le rock, c'est pas le problème. Mais c'était pas très adapté, quoi. Enfin bref. Bon bah, j'espère que vous, au moins, vous passez un bon début de soirée. Ouais. Bon ben, je vais me présenter, hein. Donc moi, je m'appelle... Oui, non mais en fait parce que ma mère bosse dans le médical et elle a toujours adoré ce prénom. Mais bon, comme c'est difficile à prononcer, vous pouvez m'appeler Björn Vita. Alors sinon, bon bah, puisque j'en suis à faire les présentations, donc en ce qui me concerne, en termes de maladie, donc je suis quelqu'un de plutôt sain, physiquement. Non, je dis physiquement parce qu'en fait, depuis pas mal d'années, je souffre d'une maladie orpheline qui s'appelle la pédophobie. Alors, bon, pour ceux qui, comme moi, auraient séché les cours de latin au collège, la pédophobie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la pédophobie, c'est la peur irrationnelle des enfants en bas âge. Bon, évidemment, hein, vous l'aurez compris, ça c'est la définition académique. Hein. Mais comme dans le cas de la xénophobie, c'est pas vraiment une peur au sens propre. Hein. C'est plus du dégoût, en fait. Alors, bon, pour vous faire comprendre à quel point il est difficile d'assumer sa pédophobie dans notre société actuelle, j'ai décidé de vous faire voir le monde à travers mes yeux de pédophobe. Et donc, pour ça, je vais prendre un exemple très concret, qui est celui de la naissance de mon neveu. Oui, parce qu'en fait, il y a bientôt un an, ma sœur a mis au monde un petit garçon. Donc le jour de l'accouchement, ma famille m'appelle, tout ça. Puis je me rends à l'hôpital. Alors j'étais très excité à l'idée de revoir ma sœur. Non, parce qu'il faut savoir que quand t'es pédophobe, t'as interdiction absolue d'approcher une femme enceinte. Donc ça faisait 9 mois que je l'avais pas vue. Voilà, j'étais trop content, j'allais enfin revoir ma sœur. J'arrive à l'hôpital, alors je demande à la réception où se trouve la chambre de ma sœur, il me l'indique, etc. Quand j'arrive à l'étage, je suis même pas rentré dans la chambre. En fait, la porte était ouverte. Je suis resté sur le seuil et j'ai regardé à l'intérieur de la chambre. Et en fait, j'ai pas pu rentrer parce que j'ai eu un choc. J'ai eu un choc parce qu'à l'intérieur de la chambre, il y avait mon beau-frère qui tenait son nouveau-né dans les bras. Et en fait, ça m'a fait un choc parce que mon beau-frère, en fait, je l'ai toujours considéré comme un parasite.
En fait, je l'ai toujours considéré comme une merde. Parce que, non mais, le gars a toujours été au chômage et surtout, il a jamais cherché de travail. Et donc, j'avais un a priori négatif sur lui. Mais quand je l'ai vu avec son bébé dans les bras, je me suis dit, mais en fait, je me suis trompé. En fait, le type est un artiste. Et moi, j'adore l'art, sous toutes ses formes, d'accord? Et en plus, sachant que je suis moi-même incapable de faire ne serait-ce qu'un simple dessin avec mes mains, j'ai été très impressionné de voir ce qu'il a réussi à faire avec sa bille. Oui, ça a pas l'air de vous impressionner, mais bon, ça bouge, ça respire, moi ça me... Ah, j'ai le palpitant qui est monté à 200 comme ça, grosse crise de tachycardie, donc je suis rentré chez moi, j'ai pas vu ma sœur. Bon, je me suis reposé, tout ça, quelques jours après, ma sœur sort de l'hôpital, donc je me dis, bon bah écoute, maintenant t'as récupéré, tu peux aller la voir chez elle. Donc je décide de me rendre chez ma sœur, et en fait c'était en fin d'année dernière. Et pour aller chez elle, je passe par les Champs-Élysées. Sauf que moi, je regarde jamais la télé, tu vois, je regarde pas les infos. Donc quand j'arrive sur les Champs-Élysées, je vois des flics d'un côté, d'autres types de l'autre côté qui leur lancent des pavés comme ça. Ah, je comprenais pas ce qui se passait. Donc je suis allé voir un des types qui balançait des pavés. Bah oui, parce que en fait, moi quand je vois quelqu'un lancer des trucs sur une autre personne en essayant de la blesser, je me dis qu'on devrait bien s'entendre. Du coup, le type, je lui demande pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui se passe en fait. Et là, le gars, il me dit oui, en fait, à la base, moi je suis venu pour manifester pacifiquement, mais bon, je me dis toujours que dans la vie, en fait, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc quand j'ai vu les autres lancer des trucs sur les flics, je me suis dit, bah, ça va pas te tuer, donc vas-y, teste. Alors, évidemment, je lui ai répondu ce que n'importe lequel d'entre vous lui aurait répondu, à savoir oui, mais dans ce cas-là, le fist fucking non plus, ça va pas te tuer. Non, en plus, je suis pas expert en fist fucking, mais je doute que ça te rende beaucoup plus fort. Alors, oui, non, oui. Vous avez raison, monsieur. Non, parce qu'en fait, j'arrive à lire dans les pensées des gens. Et en fait, le monsieur était en train de se dire que, certes, le fist fucking, ça ne le rendra pas beaucoup plus fort, mais objectivement, après, il sera quand même mieux armé contre les problèmes de constipation. Et vous avez raison, monsieur, vous avez entièrement raison. Mais bon, moi, naïvement, je me dis que si c'est ça l'objectif à atteindre, tu prends un Dulcolax où tu vas bouffer au restaurant chinois, t'obtiens le même résultat en beaucoup moins douloureux. Donc le gars, moi je lui explique ça. Et bizarrement, le type là, il a un grand sourire comme ça, et il me fait oui, mais tu sais, moi je suis un gilet jaune, ma mutuelle rembourse très mal les médicaments, et j'ai pas les moyens d'aller au restaurant. Donc pour moi, ce sera un nouvel outil thérapeutique. Et là il me fait ah oui d'ailleurs ça fait bien 2 jours que j'ai pas réussi à poser une pêche, donc comme je suis un peu constipé, je m'en vais l'essayer de ce pas. Je lui dis ok, tu fais comme tu veux. Sauf que là le gars il me fait ah oui mais par contre est-ce que ce serait possible que tu gardes ma fille de 4 ans pendant ce temps-là? Moi je lui dis écoute, je suis pédophobe. Mais bon, allez, garder une gamine de 4 ans pendant que son père se fait fister, pendant quoi? Une demi-heure à tout casser, je devrais réussir à gérer, tu vois. Et là, il me fait oulala, attends, une demi-heure? Ah non, mais en fait, non, maintenant que j'y pense, en fait, ça fait pas 2 jours, mais 2 semaines que je suis constipé. Donc, à mon avis, j'en ai plutôt pour quelques heures. Ah oui, mais quelques heures, là, par contre, c'est pas le même délire. Puis bon, j'ai réfléchi, et je me suis dit, finalement, peut-être que garder cette gamine, ça m'aidera à vaincre ma pédophobie. Donc au final, j'ai accepté. Et là, le type s'en va, et une fois qu'il s'est éloigné, tu sais, il se retourne vers moi, et il me fait « Ah oui, j'ai oublié de te dire, en fait, ma fille est hyper active.
Donc si toutefois elle fait une crise d'hyperactivité, pour la calmer, tu l'emmènes faire une sortie éducative et originale. Moi je lui dis ok, mais dans ma tête je m'en foutais, tu vois. Gérer une gamine de 4 ans qui fait une crise d'hyperactivité, je me suis dit que normalement j'arriverais à gérer. Oui ben grave erreur. Parce que la gamine, j'allais pas la laisser là, tout le monde se battait. J'ai décidé de l'emmener chez moi. Sauf que sur le chemin de mon appartement, la petite, elle a sorti de son sac à dos Barbie 3 cocktails Molotov qu'elle a lancés sur des pompiers. Ensuite, moi je suis pas habitué avec les gamins, d'accord? Donc j'ai tourné la tête là, pendant 2 minutes, je l'ai perdu du regard. Pendant ce temps-là, la gamine, 4 ans, la gamine, elle a tabassé toute une compagnie de CRS. Non mais, ce qui l'a stoppé, c'est qu'il y en a un. Avant de perdre connaissance, il a eu le temps de lui tirer dessus avec son flashball. Non, parce que, hyperactivité ou pas, je peux te garantir qu'une bonne balle de flashball dans l'estomac, ça te calme tout de suite. Ah, d'ailleurs, elle a perdu connaissance, la petite. Donc bon bah, après, ils ont quand même envoyé, rendez-vous compte, ils ont envoyé le GIGN pour évaluer son niveau de dangerosité. Donc là, on s'est retrouvé avec un mec qui descend en rappel d'un hélicoptère avec un fusil à pompe comme ça, tu sais. Et la gamine, elle était par terre. Le gars, il arrive comme ça, tu sais. Mais oui, mais non, mais parce que le problème, c'est que la petite, c'est ce moment-là qu'elle a choisi pour reprendre connaissance. Donc, elle a ouvert les yeux, tu sais, et elle a levé la tête. Mais le mec fait partie d'une unité d'élite. Le gars, il est surentraîné, tu vois. Il a des réflexes conditionnés, faut pas lui faire ça. Donc, la gamine, elle lève la tête, et lui, le gars, il fout un coup avec la crosse de son fusil à pompe. Donc la petite, évidemment, elle a perdu connaissance une deuxième fois. Le type, il est pas con quand même. Il s'est bien rendu compte qu'il avait fait une petite boulette. Donc là, il a appelé son chef, tu vois. Oh putain, chef, putain, je crois bien que j'ai fait une connerie. Ah mais c'est une gamine de 4 ans. Oui, parce que en fait, c'était le GIGN du sud de la France, vu que c'est le seul accent que je fais à peu près correctement. Donc là, ils ont commencé à parlementer, etc., avec son chef, et finalement, ils se sont mis d'accord pour nous laisser partir. Bon, en même temps, ils seraient passés pour des cons. S'ils avaient foutu en garde à vue une gamine de 4 ans parce qu'elle a mis à l'amende toute une compagnie de CRS, merci l'image de la police française, tu vois. Donc moi, la petite, je l'emmène à mon appart. Alors, petite parenthèse, c'est bien galère de prendre les transports avec une gamine inconsciente comme ça. Quoi qu'il en soit, j'arrive chez moi, je la pose sur le lit dans ma chambre d'amis et je me dis, quand elle va se réveiller, je vais la coller devant la console de jeu et elle va me foutre la paix. Encore une fois, grave erreur. Parce que la gamine, quand elle s'est réveillée, elle était complètement déboussolée. Et elle pensait qu'on était toujours sur les Champs-Élysées. Et elle pensait que j'étais un CRS. Donc la petite, elle a voulu faire comme papa, tu sais, et déceler des pavés pour me balancer à la gueule. Donc la gamine, elle a commencé à arracher les lattes de mon parquet flottant, qui au passage m'a coûté une couille. Et elle m'est balancée comme ça, tu sais, la gamine, comme ça. Non mais on fait pas ça quand on a 4 ans, enfin 4 ans. Alors là, je vous le dis calmement, hein. Et je peux vous dire que sur le coup, j'étais pas bien. Ah ben, j'avais l'impression de regarder la mort en face. Ah ben d'ailleurs, j'ai couru, hein. J'ai tapé un scoop, je me suis réfugié dans ma chambre. Sauf que la petite, ça l'a pas calmé. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle prenait son élan depuis l'autre côté du salon comme ça. Elle courait et boum, elle sautait comme ça, elle mettait des coups d'épaule pour défoncer la porte. Donc moi j'étais pas bien, tu sais, j'étais là.
trouve une solution, boum. Et t'es là, trouve une solution, boum. Et là, j'ai eu une idée de génie. Non, parce que j'ai regardé mon lit, et en fait, posé sur mon lit, il y avait un gilet jaune. Donc moi, je fais... Mais qu'est-ce que vous foutez sur mon lit? Mais non, mais moi je parlais d'un vrai gilet jaune. Parce que là, le public va pas comprendre le sketch. Hein. Bon, tu sais quoi, file-moi ton gilet et sors par la fenêtre. Donc là, le type me file son gilet. Ensuite, je l'enfile. Oula. Ah, non, monsieur, j'enfile le gilet, pas le mec. Vos pensées sont très sales, monsieur. Bref. Donc, le type sort par la fenêtre. Moi, je mets le gilet comme ça. Et je me dis, bon. Et je me dis, bon. Je vais ouvrir la porte. Et la gamine, quand elle va me voir avec mon gilet jaune, elle va se dire qu'on est dans la même équipe. Ok. Donc là, j'ouvre la porte. Alors en plus, parfait timing, parce que au moment où j'ai ouvert la porte, elle s'apprêtait à foutre un coup de dent, tu vois. Donc la gamine, comme ça, elle est partie s'éclater la gueule contre le mur du fond de la chambre, tu sais, juste sous la fenêtre, comme elle est petite. Et du coup, elle a reperdu connaissance une troisième fois. La gamine, on peut dire que c'était pas sa journée. Hein. Oui, non mais c'est vrai, vous avez raison, c'est quand même une gamine de 4 ans, c'est pas drôle. Hein. Donc, du coup, je suis allé voir comment elle allait. Bon, elle allait bien, c'est vrai qu'elle avait le nez cassé, mais à part ça, ça allait. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, quand elle va se réveiller, ça se trouve, ma technique, elle va pas marcher. Donc, il faut que je trouve autre chose. Ça se trouve, elle va me reconnaître, ça va pas le faire. J'ai commencé à cogiter, et là, je me suis rappelé de ce que son père m'avait dit. Si elle fait une crise d'hyperactivité, emmène-la faire une sortie éducative originale. Donc là, j'ai commencé à y penser, avant qu'elle se réveille, tu vois. Et là, encore une fois, idée de génie. Ben oui, d'ailleurs, vous, les parents d'enfants de cet âge-là, vous devriez y penser plus souvent aussi si vous voulez faire des sorties éducatives. Parce que la gamine, je l'ai emmenée assister à une autopsie. Oui, c'est éducatif, c'est une sortie scientifique, donc éducatif, et c'est original, parce que je me doutais bien qu'à 4 ans, elle n'avait jamais fait une sortie comme ça. Je me suis dit, au moins, ça lui fera des trucs à raconter à ses copines. Donc j'ai passé 2-3 coups de fil, j'ai appelé un pote à moi qui est médecin légiste, et il m'a dit qu'on pouvait passer. Alors en plus, gros coup de bol, il venait de recevoir une 15aine de cadavres. Ouais, non mais, une partouze qui aurait dégénéré. Ouais, apparemment ce serait plus fréquent qu'on ne le croit. Ouais, quoi qu'il en soit, 15 cadavres, autant vous dire qu'on est resté là-bas tout l'après-midi. Alors, je suis peut-être pédophobe, mais j'ai des amis qui ont des enfants de cet âge-là. Et moi, j'ai déjà discuté avec eux, et en fait, ils m'ont expliqué que les gamins, quand ils ont 4-5 ans, et qu'ils sont contents, excités, etc., ça leur arrive de vomir. Ah mais la petite, je peux vous dire qu'elle a kiffé son après-midi. Hein. Ah mais non, parce qu'elle a passé son temps à dégobiller la gamine. J'étais tellement fier de moi. Première fois que je garde une gamine et je mets dans le mille comme ça, j'arrive à lui faire plaisir. Oh là là, j'étais trop content. Alors la journée avait mal commencé, mais elle se finissait bien quand même. Alors j'avais envie de continuer sur cette lancée. Donc ce que j'ai fait pour qu'on continue le rêve, j'ai appelé un pote à moi pour qu'il nous accompagne chez moi. Un pote à moi qui est chauffeur. Enfin, chauffeur. En fait, il conduit un corbillard. Et puis, comme en plus il me devait un service, la gamine, elle a même eu le droit de monter toute seule à l'arrière avec le cercueil. Il est pas génial, tonton Bjorn.
Donc bon bah, quand on est arrivé chez moi, tout ça, devant mon immeuble, il y avait un policier, et à côté de lui, il y avait un type qui était menotté. Et là, le flic, il vient me voir, il me fait Monsieur Fita ? Oui. Il dit oui, j'ai attrapé cet individu alors qu'il quittait votre appartement par la fenêtre de votre chambre. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? Donc moi, je lui dis, bah écoutez, vu qu'il a failli bousiller un de mes sketchs, foutez-le en garde à vue. Donc là, les types s'en vont. Moi, je monte à mon appart avec la petite. Ah oui, son père avait raison. Après cette journée, la gamine, un amour. C'est simple, hein. On est rentré, elle est allée dans un coin du salon comme ça, elle s'est assise, elle s'est mise accroupie, et elle a commencé à se balancer d'avant en arrière, comme ça. Et puis je pense qu'elle repensait à la super journée qu'on a passée ensemble. Du coup, elle a dû repenser à la super journée qu'on a passée ensemble. Du coup, elle avait les yeux complètement exorbités comme ça. Si, avec l'effet de l'émotion, bah, la petite, elle a même pas voulu manger. Elle a plus dit un mot. Alors, en fait, j'exagère un peu, parce que je dis qu'elle a pas dit un mot, mais c'est pas tout à fait vrai. En fait, bon bah, la nuit est tombée, donc la gamine, j'ai décidé de la mettre au lit, je suis pas inconscient. Donc la petite, je la couche, tu vois. Et là, au moment où je la mets au lit, elle trouve quand même la force de me dire s'il te plaît, tu me racontes une histoire, j'ai peur. Oui, moi je suis pédophobe. Donc des histoires pour les gamins, moi j'en connais pas. Hein. En plus, t'as l'air d'être une petite nature. Ah ben si, t'as de la chance. Je connais une histoire, c'est un conte de Noël. J'espère que tu le connais pas déjà, hein, parce que moi j'en connais pas d'autres. Donc ben vas-y, touche-toi, je vais te la raconter. Oui, alors je vous rappelle que j'entends vos pensées, d'accord ? Donc quand on est pédophobe, mimer le fait de border une gamine de 4 ans, c'est pas évident. Okay. Bah, dans un lit, il y a deux côtés. Hein. Si ça vous apprendra à vous foutre de ma gueule, tant pis. Alors, cette histoire, c'est quoi le début déjà ? Ah oui. Il était une fois Lucien Isidore. Un jour, Lucien Isidore attendait son bus, et celui-ci était en train d'arriver. Au même moment, une superbe jeune femme courut vers lui, craignant elle-même de le rater. Malheureusement, elle ne put s'arrêter de courir à temps, et percuta violemment un Lucien Isidore immobile. Ils se firent mal mutuellement. Elle lui fit très mal en courant, il lui fit très mal à l'arrêt. Et c'est ainsi que Gina entra dans sa vie. Ils firent connaissance et se rendirent vite compte que tout les opposait. Par exemple, dans la musique, il aimait les textes, les chansons. Elle préférait la musique électronique sans paroles. En somme, il aimait les rimes, elle préférait les beats. Contrairement à lui, elle aimait les animaux, faire la fête et cuisiner des herbes aromatiques. Alors que lui était féru de lecture. En somme, elle aimait les bêtes, il détestait les balles. Elle aimait la nette, il détestait l'anal, alphabétisation. Malgré tout, il l'invita chez lui pour faire plus ample connaissance. Lorsqu'elle arriva, il lui dit de se mettre à l'aise, et alors qu'il se servait un verre, elle se coupa de fines tranches de citron et lui en proposa une. C'est à ce moment précis qu'il sut qu'elle était la femme de sa vie. Car auparavant, jamais une femme ne lui avait proposé sa rondelle dès le premier rendez-vous. Ils se marièrent donc peu de temps après. Ils vivaient heureux et profitaient des plaisirs simples de la vie. Par exemple, lorsque la météo était clémente, elle aimait jouer avec ses boules, lors de parties de pétanque endiablées. Mais lorsqu'il faisait chaud, ce qu'elle préférait, c'était les sodomies, chaud,
mi-froid qu'elle se versait sur la tête pour se rafraîchir. Quant à lui, il aimait lui écrire et lui lire des poèmes le soir au coin du feu, comme « Oh Gina, dans mon cœur tu y entres ou tu y sors, Gina, l'on s'aimera toujours. Dans ma vie, tu y viens ou tu y vas, Gina, l'on se retrouvera quoi qu'il arrive. » Malgré un talent certain pour l'écriture, Lucien Isidore était artisan. Il gagnait sa vie en tant que sculpteur sur bois. Malheureusement, un jour, il se blessa gravement au poignet alors qu'il taillait une pipe. Il décida de cacher sa blessure à son épouse et celle-ci s'infecta. Par conséquent, petit à petit, Lucien Isidore perdit le sourire et un jour, Gina le quitta. Lucien Isidore se retrouvait donc célibataire à cause de cette grosse pute. Pardon. Oui, c'est bien mon prénom, petite, mais là je toussais vraiment en fait. Lucien Isidore se retrouvait donc célibataire à cause de cette grosse putréfaction qui avait envahi son poignet blessé. Gina lui manquait terriblement. Il avait très envie de la recontacter, mais ne le faisait pas, par fierté. Son désir de rester fier était puissant, mais un matin au réveil, après avoir rêvé de Gina, il s'ébranla. En fait, chaque fois qu'il pensait à Gina, il s'ébranlait. Par conséquent, le soir du réveillon de Noël, il décida de lui téléphoner. Mais Gina ne décrochait pas. Il pressentit alors que quelque chose n'allait pas et fit le tour des hôpitaux à la recherche de son épouse. Grand bien lui en prit, puisqu'il finit par la retrouver. Il se rendit alors compte que pendant leur séparation, Gina avait eu quelques petits soucis, puisqu'il découvrit qu'elle était morte. Lorsque le médecin légiste lui présenta la dépouille de son épouse, Lucien Isidore constata avec étonnement qu'elle était dans une position bizarre, puisqu'elle tenait son pied gauche dans sa main droite. Le médecin légiste lui expliqua alors qu'elle était morte en prenant son pied dans une cave au cours d'une tournante avec ses cousins. Une tournante? Lucien Isidore ne savait même pas que Gina aimait le ping-pong. En fait, pendant la partie, alors qu'elle courait autour de la table, elle posa son pied sur un clou rouillé. Par conséquent, elle jeta sa raquette, attrapa son pied douloureux et mourut quelques secondes plus tard dans cette position étrange d'une forme extrêmement rare et agressive de tétanos. Personne n'ayant osé la toucher avant l'arrivée des secours qui voyageaient avec la SNCF, la rigidité cadavérique la maintint dans cette position bizarre. Alors, sur ces explications, Lucien Isidore dit merci à Jackie Michel, le médecin légiste. Celui-ci lui présenta ses plus sincères condoléances et lui souhaita tout de même un joyeux Noël. Lucien Isidore quitta donc l'hôpital dépité. Mais sur le chemin du retour, il décida de reprendre sa vie en main. Car il n'était pas homme à se laisser abattre. Par conséquent, Lucien Isidore releva fièrement la tête. Il rentra chez lui d'un pas décidé, ouvrit la porte, monta à l'étage et se suicida. Aucun de ses amis n'ayant reçu de ses nouvelles en cette période troublée, ceux-ci s'inquiétèrent. Par conséquent, ils décidèrent de lui faire une surprise et de se rendre chez lui sans le prévenir. Le jour J, lorsqu'ils arrivèrent, ils franchirent le seuil de sa maison et celle-ci s'effondra. Par conséquent, ils moururent tous dans d'atroces souffrances. Morale de l'histoire, quand toi aussi, plus tard, il t'arrivera de sculpter le bois, applique-toi en y mettant du cœur à l'ouvrage. Et si parfois tu doutes, souviens-toi de Lucien Isidore et rappelle-toi que dans son cas, le fait de ne pas avoir suivi ce simple conseil a conduit à son suicide ainsi qu'à la mort de tous ceux qui l'aimaient. Bonne nuit.
Moi, j'y connais rien au gamin. Je sais pas pourquoi, mais après, elle était super agitée. Elle était dans son dormi. Quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, son père s'est enfin décidé à venir la chercher. Il m'a téléphoné pour que je lui indique le chemin pour venir chez moi. Allô? Ah ben enfin! Ah ben dis-moi, toi, quand tu testes un médicament, c'était pas un test là, c'était une cure. Hein. Oui, pardon. Oui, donc pour venir chez moi. De quoi? Ah, t'es déjà descendu au métro là, à la station près de chez moi. Ok. De quoi? Attends, t'es sorti du métro, t'es allé tout droit et tu t'es fait racketter. Ok, donc maintenant tu prends la première à droite, tu vas tout droit, jusqu'à ce que tu te fasses tabasser cette fois. Attention, la nuance est importante. Une fois que tu t'es bien fait défoncer la gueule, tu prends la deuxième à gauche. Et j'habite dans le bâtiment qui est là. Ben oui, parce qu'en fait, quand tu vis dans le 93, tu n'utilises pas les mêmes points de repère que les gens qui vivent dans des quartiers normaux pour indiquer le chemin pour venir chez toi. Oui, ok, ben à tout de suite. Alors ensuite, le type est... Oula. Alors, oula, attendez, parce que... Non mais je vous rappelle que j'entends vos pensées, donc c'est pas la peine de me juger, ok hein. Donc on va crever l'abcès tout de suite, d'accord? Alors oui, effectivement, je fais partie de ces gens qui ont toujours un téléphone fixe. Et alors? Vous n'avez pas le droit de me juger pour ça. Enfin bref. Donc, il a enfin fini par venir chercher sa fille. Oui, elle est dans la chambre. De quoi? Elle a le nez cassé? Ah non, je pense que quand tu me l'as prêté, elle était déjà comme ça. Hein. Donc bon, il est reparti avec sa fille, quoi. Et en fait, grâce à toute cette histoire, lui et moi, on est devenus amis. Et donc de temps en temps, on continue à se voir et il nous arrive même d'aller manger ensemble. Alors bon, comme je suis d'un naturel optimiste, j'espère chaque fois qu'il s'est bien lavé les mains avant de passer à table. Donc bon, la nuit étant tombée, je ne pouvais plus aller chez ma sœur. Donc j'ai attendu que la nuit passe et le lendemain, à la première heure, je décide de me rendre chez elle. J'étais encore une fois super excité à l'idée de la revoir. Donc je marchais très vite dans la rue et je faisais pas attention. Je pensais à nos retrouvailles, tu vois. Donc je marchais dans la rue comme ça, tu vois. Je le fais grave bien. Donc je marchais dans la rue. Et dans ma précipitation, sans faire exprès, je marche sur le pied d'un mec, tu vois. Donc bon, bah, comme je suis poli, je repars en arrière pour m'excuser, tu vois. Puis bon, bah, quand j'arrive à son niveau... Excusez-moi, monsieur, je suis vraiment désolé. Sauf que le type, c'était une racaille. Ah non, mais moi, j'ai jamais de chance. Non, parce que, certes, je vis dans le 93, j'ai toujours vécu dans le 93, mais malgré tout, je n'ai jamais réussi à m'embrouiller correctement avec une racaille. Ça finit toujours par dégénérer. Quoi qu'il en soit, le type là, il aurait pu me laisser partir, je me suis excusé. Mais non, le mec il me fait wesh. T'as cru que t'étais chez ta mère. T'as cru que t'étais chez ta mère. Ah oui. Non, parce que ça aussi j'ai oublié de vous expliquer. Aujourd'hui, les racailles d'aujourd'hui, donc ce sont des mecs qui portent des jeans slim, hein, et qui, lorsqu'ils s'énervent, répètent tout 2 fois et finissent toujours dans les aigus. Bon, je ne sais pas pourquoi, c'est la nouvelle génération. Bref, moi je lui dis, non. En fait, nous sommes dans la rue, donc j'ai quand même bien conscience de ne pas me trouver au domicile de mes parents. Et là, le type, il me fait, tu te fous de ma gueule, là? T'as cru que t'étais qui? T'as cru que t'étais qui? Non mais, là, moi je me dis, mais... En fait, le type est super cool, il veut juste faire connaissance, tu vois. Donc moi,
Bien, on fit à enchanté. Et là, le type, il me fait touche-moi pas, frère. Tu veux que je te baise ou quoi? Tu veux que je te baise? Non, mais naturellement, là, je me dis, mon charme commence à opérer. Mais oui, on vient de se rencontrer, le gars me propose déjà une relation sexuelle consentie. Alors je lui dis, écoutez, je n'ai aucun a priori concernant votre homosexualité, néanmoins vous devez savoir que je ne suis pas intéressé par un coït anal. Et là le type essaye de comprendre ce que je lui dis. Alors, je suis pas particulièrement perspicace, hein. C'est juste qu'à cause de l'effort, il s'est mis à saigner du nez le gars. Un coït anal... Oh putain! Oh putain! Putain! Eh, tu sais quoi, frère? Eh, parle-moi pas! Parle-moi pas! Donc moi, gentiment, tu vois, non mais très gentiment, je lui dis, non, ne me parle pas. Non, parce que monsieur, on n'est pas en train de jouer au quintet, là. Si vous ne mettez pas les mots dans le bon ordre, vous avez une chance de gagner. Si, il arrête de saigner du nez comme ça. Il me fait, ferme ta gueule, je t'ai dit, parle-moi pas. Je t'ai dit, parle-moi pas. Et là, non mais vous savez, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment à ce moment-là que ça a dégénéré. Non, parce que moi, mes amis vous le diront, je suis quelqu'un de très patient, je suis quelqu'un d'extrêmement pédagogue. Ça me dérange pas, moi, de prendre du temps pour essayer de l'aider à améliorer son français. Mais la moindre des corrections, c'est quand même qu'il écoute ce que je lui dis. Alors que là, le gars a commis 2 fois d'affilée la même faute de grammaire. Donc moi, j'ai pris ça pour un gros manque de respect. Du coup, ça a commencé à me courir sur le haricot, comme disent les jeunes. Donc là, je me suis énervé, tu vois. Je fais OK. Alors moi, dans l'absolu, ça ne me dérangerait pas de me taire, hein. Mais les gens qui sont là, ils ont quand même payé 15 balles pour que je les divertisse, hein. Donc, ce ne serait pas très fair-play de ma part, vous en conviendrez. Et là, le type, vous savez ce qu'il me répond? Super culotté, le gars. Il me fait oui, mais dans leurs 15 balles, ils ont quand même une boisson offerte. Donc moi, je vois pas le rapport. Et là, le mec se met à péter un câble et je crois percevoir dans son comportement une très subtile touche d'agressivité. Sauf que moi, comme je vous l'ai dit, je viens du 93, tu vois. Donc je suis un bonhomme. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Non, ne me frappez pas, je me tais. Je me tais. Non mais monsieur, je suis désolé là, mais vous voyez bien que c'est super chiant pour le public quand même. Et là le mec, comme j'ai parlé, il me met comme ça. Alors, le type parlait très mal français, mais je dois bien avouer qu'à ce moment précis, j'ai quand même clairement compris où il voulait en venir, tu vois. Et là le gars il me fait tu sais quoi frère? T'habites où? T'habites où?
Et là, moi j'étais complètement sonné. Alors non, pas à cause de la gifle. Non, j'étais complètement sonné, complètement déboussolé, parce que mon cerveau recevait beaucoup trop d'informations contradictoires d'un coup. Ben, oui, parce qu'on est d'accord que 2 secondes avant, le gars m'a quand même clairement fait comprendre qu'il voulait que je ferme ma gueule. Et là, il me pose une question. Et je vois bien à son attitude qu'il attend une réponse, tu vois. Donc bon, comme je suis quelqu'un de conciliant, je me suis dit, écoute Björn, tu vas lui répondre, mais sans parler. Donc tu vas lui indiquer la direction. Donc moi, dans ma tête, je me dis, bah, t'habites où? Bah, ma bite là, tu vois. Donc, non mais, du coup, je réponds à sa question, tu vois. Et le gars, je lui fais ça, comme ça. Non mais sans déconner, dans quel monde on vit? Vous savez que le type, alors que j'ai essayé de l'aider à améliorer son français, j'ai répondu à toutes ses questions, j'ai accédé à toutes ses demandes, et ben croyez-le ou non, mais le gars, pour me remercier, il m'a balancé une patate, mais alors, stratosphérique, comme ça. Sauf que moi, juste avant, j'avais pris une gifle, donc cette fois j'étais sur mes gardes. Donc moi, je me suis réveillé à l'hôpital. 2 semaines après quand même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu sors de 2 semaines de coma, t'es pas à fond tout de suite. Et alors, ouais, vous savez quoi, c'est pas pour me vanter, hein, mais tout le monde dit que je le fais super bien, donc je vais vous faire le mec qui sort du coma. Voilà. Donc bon, ben, quand je me suis réveillé, tu sais, j'ai tourné la tête, et qu'est-ce que je vois? Assis sur une chaise, mon médecin. Tu sais, il me fixait comme ça, là. À peine j'ai ouvert les yeux, c'est la première image que je vois. Et dans sa main, comme ça, il tenait mon manteau. Tu sais, il me regarde comme ça. Moi, j'ouvre les yeux, il me regarde, et il me fait... c'est bon, vous pouvez sortir. Excusez-moi docteur, mais là je sors tout juste de 2 semaines de coma quand même. Oui, parce que en fait les médecins ne se l'expliquent pas, mais apparemment moi quand je suis dans le coma je garde la notion du temps. Enfin bref. Donc là le gars il me fait oui je sais, mais vous comprenez, aujourd'hui dans les hôpitaux nous avons de grosses restrictions budgétaires, nous n'avons plus autant de personnel qu'auparavant, donc nous ne pouvons plus nous permettre de garder nos patients aussi longtemps qu'auparavant. Alors, ok docteur, j'en suis tout à fait conscient, néanmoins je pense naïvement que quand tu passes 2 semaines dans le coma, ça signifie peut-être que ton corps essaye de te dire quelque chose. Et là il me fait, oui je sais, d'accord, mais vous n'avez rien, ok hein? Vous avez juste pris un coup à la tête, on vous a fait une IRM, alors... C'est vrai qu'avec votre chapka, c'était un peu compliqué. Néanmoins, soyez sans crainte, vous ne garderez aucune séquelle. Ok, cool. Mais avant de partir, je me suis dit quand même, Björn, prends ton courage à 2 mains et pose-lui la question qui te brûle les lèvres. Donc avant qu'il sorte de ma chambre, je lui dis excusez-moi docteur, mais j'aimerais quand même connaître la raison qui explique le fait que j'ai extrêmement mal au cul. Et là, le médecin, il me fait oh, ça Non, ne vous inquiétez pas. C'est juste que pendant que vous étiez dans le coma, j'ai pris l'initiative de vous faire une coloscopie. Mais je comprends pas, docteur, vous avez pas dit que j'avais juste pris un coup à la tête? Oui, mais... ouais, et puis, vous savez quoi? Vous commencez à me gonfler avec vos questions, hein. Et puis, de toute façon, n'ayez pas peur, j'ai moi-même, personnellement, procédé à l'intervention. Ok? Pas de problème. Bon, ben, docteur, donnez-moi les résultats de ma coloscopie et je m'en vais. Les résultats de votre... Oh, regardez, monsieur Fitard, juste là, hein, un très joli papillon. Vous l'avez vu? Écoutez, c'est que vous êtes encore très fatigué, vous avez besoin de repos, donc rentrez chez vous directement et surtout reposez-vous bien.
Alors, c'est vrai que ce médecin dans ma ville, il est réputé pour ça. Chaque fois que tu vas le voir, je sais pas pourquoi, mais il trouve toujours le moyen de te mettre un truc dans le cul. Mais, non mais moi, la médecine, j'y connais rien, donc je fais confiance, tu vois. Donc je sors de l'hôpital, et là, je sais qu'il m'a dit qu'il fallait que je rentre chez moi, tu vois. Mais, en y réfléchissant, je me suis dit, mais c'est bien beau tout ça. Mais t'as toujours pas vu ta sœur. Donc je décide de me rendre directement chez elle. Et comme elle habite pas très loin de l'hôpital, j'y vais à pied. Donc je marche dans la rue comme ça, là. Ah oui. Il disait quoi déjà, le gars? Vous ne garderez aucune séquelle. Enfin bref. Je marchais dans la rue comme ça, là, tu sais. Et j'ai été comme ébloui par une lueur de compréhension. Mais d'un coup, comme ça. Là, j'ai tout compris. Et j'ai fait, mais... Oh putain. Non, mais c'est ça, en fait. Oh putain. En fait, c'était où habites-tu? Enfin bref. Donc je continue à marcher comme ça. Et là le type, il a dû avoir les oreilles qui sifflent. Parce que devinez sur qui je tombe. La racaille qui m'a envoyé à l'hôpital. Sauf que là, j'ai pas le temps. Le mec m'a déjà mis en retard de 2 semaines. Je décide d'essayer de m'en débarrasser très vite. Donc là, le type, tu sais, il se plante devant moi comme ça. Et avant qu'il ait le temps de dire ou de faire quoi que ce soit, je lui fais... To Billie Jean, to make my time. She is to find a moon, when then I am the one. Just the way to make my love. Ouais ben marrez-vous, mais ça a marché. Ah mais le type, il s'est mis à trembler comme ça là. Il a perdu connaissance et tout, il est tombé par terre. Oh, comment j'étais content. Oh le coup de bol. Mais oui. Mais non mais parce qu'en fait, comme je suis nul en anglais, en fait j'ai fait ce qu'on appelle, j'ai chanté en yaourt. Et coup de bol, le type était bien allergique au lactose. J'étais trop content. Donc bon bref, j'ai continué ma route, tu vois. Bon, attention. Donc là, je continue ma route, j'arrive devant l'immeuble de ma sœur, je rentre dans l'immeuble, je monte à l'étage, je sonne à sa porte. Et là, c'est mon beau-frère qui ouvre la porte. Et là, mon beau-frère, pardon. C'est dur d'y repenser. En fait, mon beau-frère, au moment où il ouvre la porte, comme si j'avais pas déjà suffisamment souffert pendant 2 semaines, le type, il a ouvert la porte et il m'a collé son bébé dans les bras comme ça. Alors bon, moi je suis peut-être pédophobe, mais je suis pas complètement con. Et j'ai quand même bien compris que tu ne peux pas décemment dire à un père de famille qui te tend son nouveau-né pour que tu le prennes dans tes bras. Écoute, désolé, mais j'ai à peu près autant envie de prendre ton nid à microbes dans mes bras que de boire un bon verre de pédiluve dans une piscine municipale. Non. Non mais on est d'accord, la société n'est pas encore prête. Donc bon ben, j'ai décidé de prendre mon courage à 2 mains. Mais littéralement, hein. Non parce qu'en fait le bébé s'appelle vraiment mon courage. Donc là, je le tenais dans mes bras comme ça. Et tu sais, à un moment, je tourne la tête vers lui et nos regards se croisent. Et à ce moment précis, le gamin, qui bien évidemment ne portait pas de couche, s'est mis à faire... Non, pas ses besoins, mesdames et messieurs. Non, il s'est mis à faire un sourire. Et nous, les pédophobes, on a très très peur des sourires de bébé. Ça nous terrorise, tu vois. Donc là, j'étais pas bien, hein, j'étais en train de trembler, j'étais à 2 doigts de le laisser tomber, le gamin. Et en fait, ce qui l'a sauvé, c'est qu'il y a un type qui est sorti de la chambre comme ça. Ah oui,
parce que j'ai oublié de vous expliquer, mais en fait, ma sœur organisait très souvent des partous, des soirées chez elle. Donc là, le type sort de la chambre, tu sais, il s'approche de nous comme ça, il nous regarde et puis il nous fait... Donc moi je lui dis, bon, écoute mec, si ça te fait plaisir, garde ta combinaison en latex, mais enlève cette boule de sadomaso de ta bouche parce qu'on ne comprend rien à ce que tu dis. Donc là, le type s'empresse d'exécuter mon ordre. Et là, il répète sa phrase et il me fait il n'y a vraiment rien de plus beau que le sourire d'un enfant. Donc moi je lui dis dégage, espèce de gros connard, casse-toi de là, dégage. Non, parce qu'on est d'accord que c'est une belle phrase de bouffon ça. Il n'y a vraiment rien de plus beau que le sourire d'un enfant. Donc déjà, ça veut dire que le type n'a jamais regardé la Ligue des Champions. Et ça choque personne. Ça choque personne. Ok. En tout cas, moi, je peux vous dire que ça m'a beaucoup choqué, si bien qu'encore une fois, j'étais à 2 doigts de laisser tomber le bébé. Cette fois, ce qui l'a sauvé, c'est que c'est une femme qui est sortie de la chambre. Alors, par convention, cette femme, nous l'appellerons Madame Connasse. Et donc, Madame Connasse, elle s'est mise à faire ce que font beaucoup de gens lorsqu'ils se trouvent en présence d'un bébé, à savoir... Oh, il est trop... J'ai fait... Avant de faire quoi que ce soit, pose ton gode et va te laver les mains. Du coup, elle a posé son gode, elle a monté les escaliers, elle a ouvert le robinet, elle s'est lavé les mains, elle a fermé le robinet, elle redescend les escaliers. Et là, elle fait... Oh, il est trop... Je fais... Quand on se lave les mains, c'est jusqu'au milieu de l'avant-bras. Ma mère bosse dans le médical, donc je sais de quoi je parle. Du coup, elle remonte les escaliers. Elle ouvre le robinet, elle se relave les mains. Elle redescend les escaliers. Sauf que comme elle est complètement conne, elle se rend compte qu'elle a oublié de fermer le robinet. Du coup, elle remonte les escaliers. Et elle ferme le robinet tout en se disant, le mec, je viens de lui faire gagner 1 minute de sketch. Et bon, pas de problème. Ensuite, elle redescend les escaliers. Et là, elle fait oh, il est trop mignon ce petit bonhomme. Et elle lui pince la joue comme ça. Tu sais, alors moi je lui dis mais ferme ta gueule. Et bizarrement, la fille, elle a eu aucune réaction. Alors, après, je me suis rendu compte que j'avais parlé dans ma tête. Mais ça m'a permis de me rendre compte que c'est ça, la vraie différence qui existe entre vous et moi qui suis pédophobe. Non, parce que Madame Connasse, quand elle regardait ce bébé, elle voyait vraiment un mignon petit bonhomme. Alors que moi, à cause de ma pédophobie, quand je regarde un bébé, je vois pas un mignon petit bonhomme ou une mignonne petite fille. Non, moi je vois juste un petit nain, chauve, sans dents, qui, objectivement, doit avoir à peu près le même quotient intellectuel que mon anus, et qui très souvent, n'ayons pas peur des mots, pue la pisse. Alors, attendez, attendez. Non, parce que j'entends bien le jugement dans vos pensées, donc vous arrêtez ça tout de suite, d'accord? Moi, c'est à cause de ma maladie que je suis comme ça. C'est à cause de ma pédophobie, ok? Hein? Parce que qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que ça me fait plaisir, moi, de trouver qu'il n'existe pas de son plus agréable à entendre que celui d'un enfant qui tousse? Bien sûr que non. Moi, j'aimerais bien être comme tout le monde, hein? Donc, on va pas commencer à critiquer les maladies des uns et des autres, hein? C'est une maladie que j'ai, d'accord? Parce que sinon, c'est quoi la prochaine étape, mesdames et messieurs? Hein?
Vous sortez dans la rue le soir avec des barres de fer pour tabasser des cancéreux? Bravo. Belle mentalité. Enfin bref, donc moi, Madame Connasse, je lui ai dit, bon écoute, s'il te plaît, ça fait quand même 9 mois et 2 semaines que j'ai pas vu ma sœur, donc va me la chercher, s'il te plaît. Donc elle retourne dans la chambre, elle va chercher ma sœur sort de la chambre, à poil. Et là, tu sais, elle me regarde, et j'ai même pas besoin de lire dans ses pensées. Je vois dans ses yeux qu'elle est super contente de me revoir. Ah ben, pensez-vous, je suis son grand frère, ça fait plus de 9 mois qu'on s'est pas vu, hein. Et après 9 mois et toutes ces péripéties, j'allais enfin pouvoir la prendre dans mes bras. Donc là, tu sais, elle a voulu courir pour me serrer dans ses bras, mais en fait, dans sa précipitation, elle a glissé comme ça sur une flaque de lubrifiant, et elle est tombée sur le gode de Madame Connasse. Ben oui, parce que Madame Connasse, contrairement aux enfants, elle a toujours pas compris qu'il faut ranger ses jouets quand on a fini de s'amuser avec. En plus de ça, comme si ça suffisait pas, Madame Connasse, elle ne fait pas confiance à l'artisanat français. Non, Madame Connasse, elle préfère acheter du Made in China. Mais le problème, c'est qu'en Chine, ils n'ont pas tout à fait les mêmes normes qu'en Europe. Et visiblement, chez eux, les godes, ils sont beaucoup plus pointus. Donc ma sœur, quand elle est tombée, elle s'est empalée la bouche comme ça, là. Et Made in China oblige, elle s'est fait transpercer la tête comme ça, là. Bam! Alors, bien évidemment, elle est morte sur le coup. Alors, oui, non, c'est pas la peine de vous marrer dans vos têtes. Je suis très content de voir que la mort de ma sœur vous fait marrer, hein. Mais moi, contrairement à vous, ça m'a beaucoup peiné. Ah mais j'étais très triste. Mais bon, c'est vrai que, comme je suis d'un naturel optimiste, je me suis dit, au moins, elle est partie en faisant ce qu'elle aime. Oui, enfin bref. Là, on a sonné à la porte. Donc moi, je vais voir, tu sais. Ah! En fait, c'était un policier. Le mec est venu pour enquêter sur la mort de ma sœur. L'efficacité de la police française, il est arrivé super vite, le type. J'ai jamais vu en plus un tel niveau de concentration. Le gars enquêtait, mais il était archi concentré. Il a sorti sa loupe comme ça, et il a commencé à enquêter sur la mort de ma sœur. Tu vois, super concentré, le gars. Et moi, à un moment, je lui fais mais je vous reconnais. Vous êtes le flic qui avait arrêté un gilet jaune qui a essayé de s'introduire dans un de mes sketchs de haute qualité, tu vois. Et là, le gars, oui, parce que j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Non, parce que le type, par politesse, il a voulu me répondre et il a perdu sa concentration. Donc, sans faire exprès, il a posé son pied sur la boule à bouche de Monsieur Connard. Et je vous le donne en mille, il a roulé dessus comme ça. Il est tombé en arrière et bam! Il s'est fracassé le crâne sur le sol. Et lui aussi, il est mort sur le coup. Ah, moi, ça m'a emmerdé. Bon, beaucoup moins que la mort de ma sœur, certes, mais quand même. C'est un représentant des forces de l'ordre, le gars. Alors, à la limite, si, avec ça. Mais le problème, c'est que son arme de service, au moment où elle a touché le sol, le coup est parti en direction de la chambre. Mais vu que dans la chambre, ils étaient tous en pleine soirée, comme ça, tous imbriqués les uns dans les autres. Du coup, le type, après sa mort, et avec une seule balle, il a tué tout le monde. Là, j'étais pas bien. Putain, qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis dit, Bjorn, c'est peut-être bien le moment d'y aller. Oui, parce que tu vas voir qu'avec toutes ces conneries, vu que toi et le gamin, vous êtes les deux seuls survivants au milieu de 20 cadavres, ouais, parce que c'était une grosse soirée, à tous les coups, les flics, ils vont tout mettre sur le dos. Donc bon, j'ai commencé à tout nettoyer, tu sais, j'ai bien nettoyé pour effacer mes empreintes et mes traces ADN, tu vois. Une fois que tout était propre, j'ai quitté l'appartement.
Et au moment où je traversais le hall de l'immeuble, je me suis rendu compte que j'avais toujours le bébé. Mais bon, j'allais pas remonter pour le déposer dans l'appartement. Ben oui, je suis pas complètement inconscient. Non, parce que si j'avais fait ça, il aurait fallu que je renettoie mes empreintes, que je renettoie mes traces ADN. Non, je suis pas fou quand même. Donc bon, ben là, encore une fois, idée de génie. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, je l'ai mis dans ma boîte aux lettres. Mais... il y en a là-dedans, hein. Donc bon, ben, après, je m'apprêtais à sortir de l'immeuble, et là, devinez sur qui je tombe. Ma mère. Bah, salut maman, qu'est-ce que tu fais là? Et là, elle me fait oh écoute, j'ai eu l'étrange sensation que ta sœur était en train de rendre son dernier souffle. Alors moi, je lui dis heureusement qu'on est dans mon sketch, parce que c'est vraiment pas crédible. Et là, tu sais, d'un coup comme ça, là, je suis devenu super triste. Je suis devenu super triste, mesdames et messieurs, parce qu'à ce moment précis, j'ai pris conscience qu'en fait, ma mère avait toujours préféré ma sœur. Et je m'en étais jamais rendu compte avant. Ben oui, parce que là, elle n'était pas dans l'appartement, elle n'était pas dans l'immeuble, elle n'était même pas dans la ville. Et malgré tout, malgré la distance, elle a ressenti le fait que ma sœur était en train de mourir. Alors que moi, qui étais juste à côté d'elle, elle a même pas remarqué qu'à force d'avoir porté le bébé, j'avais le bras engourdi. Mais bon, madame a ses préférences. Ok, Billy, pas de problème. Comme je suis pas un salaud, je l'ai quand même prévenu. Donc je lui fais, écoute, maman, je te déconseille de monter dans l'appartement. Non, parce que là-haut, il y a 20 cadavres, hein, dont 18 à poil, un mec en combinaison en latex et un flic. Et puis, j'ai laissé mon courage dans la boîte aux lettres. J'ai laissé mon courage dans la boîte aux lettres. Quelle délicieuse manière de m'avouer, mon fils, qu'encore une fois, tu as oublié tes couilles chez toi. Bon, là, je comprenais plus rien, parce qu'en fait, tes couilles, c'est le nom de mon chien. Mais, écoute, je comprends rien, mais quoi qu'il en soit, tu fais comme tu veux, mais moi, je me casse. Donc là, je suis sorti de l'immeuble. Ma mère, comme d'hab, elle en fait qu'à sa tête. Donc elle a voulu quand même monter dans l'appart. Sauf que manque de bol. 5 minutes après, la police débarque. Ils étaient inquiets de ne pas avoir de nouvelles de leurs collègues. Donc bien évidemment, arriva ce qui devait arriver. Ils l'ont embarqué et lui ont tout mis sur le dos. Alors, le jour du procès, pour se défendre, elle a bien essayé de tout mettre sur le dos du bébé. Oui, non, mais en fait, c'est pas... Ma mère, elle adore son petit-fils, hein, c'est pas le problème. Simplement, elle s'est dit que, comme il est mineur, dans le pire des cas, s'il est condamné, il fera des travaux d'intérêt général. Mais allez savoir pourquoi, le juge ne l'a pas cru. Et c'est comme ça que... C'est comme... Et c'est comme ça que ma petite maman chérie a été condamnée à tort à la prison à perpétuité. Enfin bref. Bon. Quelques semaines après, j'étais pas bien. J'étais pas bien, il y avait le contre-coup de tout ça, je me sentais pas bien, parce que je me sentais orphelin. Mais oui, ma sœur était morte et enterrée, ma mère était en prison, mon neveu était aplati. Donc bon, comme tous les gens normaux, lorsque je vais pas bien, pour m'aérer l'esprit, je vais faire du vélo dans un cimetière. Ah oui, ça vous fait peut-être marrer, mais c'était une brillante idée, hein. Non, parce que là-bas, j'ai rencontré un type, et on est devenus amis, en fait.
Mais oui, parce que quand t'es pas bien dans ta tête, en fait, t'as besoin que les gens t'écoutent. T'as besoin qu'on s'intéresse à ce que tu racontes, tu vois. Et le type, il s'est intéressé tout de suite à ce que je racontais. Ben, il m'a posé plein de questions, ça m'a fait plaisir, tu vois. Il voulait savoir depuis combien de temps ma sœur était morte, comment elle était morte, dans quel cimetière elle était enterrée, à quel emplacement précis elle était enterrée. Ça m'a fait tellement chaud au cœur. Bon. Alors c'est vrai qu'après, il m'a expliqué qu'en fait, il était nécrophile. Ben oui. Vous sentez venir le problème. Sauf que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai séché mes cours de latin au collège. Donc nécrophile, je savais pas ce que ça voulait dire. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'aller me recueillir sur la tombe de ma sœur. Et quand j'arrive, devinez sur qui je tombe. Mon ami nécrophile, en plus, est en tongs et chaussettes, en train de donner du plaisir à la dépouille de ma sœur. C'est dégueulasse. Non mais là, rien que d'y repenser, j'en ai des hauts le cœur. Ça me donne envie de gerber. Non, parce que sérieux, tongs et chaussettes. Non mais tout le monde sait qu'on fait plus ça depuis les années 80. Mais bon, après j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, écoute bien, la mode, ça va, ça vient. Donc peut-être que le combo tongs-chaussettes, ça va revenir très fort dans quelques années, auquel cas le type est juste en avance sur son époque. Donc je lui ai pardonné. Et on est restés amis après ça. Non, en fait, ce qui a brisé notre amitié, c'est un événement qui est survenu après. C'est que, en fait, un jour, le type me dit comme ça, de but en blanc, le mec me sort, je déteste les trésors du Haut Choco de Kellogg's. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les trésors du Haut Choco, en fait, ce sont des céréales, chocolat au lait fourré chocolat blanc. C'est une tuerie, une bombe atomique. Et pour vous donner un ordre d'idée, si le plus beau jour de votre vie, il est là, par exemple. Tiens, par exemple, pour ceux qui ont des enfants, pour vous c'est facile, hein, c'est le jour où vos deux beaux-parents sont morts dans un accident de voiture. Et ben, si ce jour il est là, un bol de trésors du Haut Choco, c'est largement là, mais largement, tu vois. Alors, bon, moi je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, mais même moi j'ai mes limites, tu vois. Ah ben ça a brisé notre amitié, mais net. Alors, comme je suis d'un naturel optimiste, je me suis dit, au moins, maintenant tu sais que nécrophile, ça veut dire qui aime porter des tongs avec des chaussettes. C'est déjà ça. Mais malgré tout, après, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que quand tu coupes les ponts avec quelqu'un, t'es pas bien. Même si c'est toi qui es à l'initiative de la rupture, mais t'es pas bien. T'es pas bien. J'étais pas bien parce que, en plus, le gars, il faisait partie de ma famille. Oui, c'était mon beau-frère, vu qu'il se tapait ma sœur. C'était d'autant plus dur à accepter. Et j'ai commencé à me poser plein de questions. Et je me suis notamment demandé est-ce que j'avais vraiment coupé les ponts avec lui pour une bonne raison, à savoir qu'il n'aime pas les trésors du Haut Choco, bonne raison, ou est-ce que finalement j'étais pas en train de me voiler la face? Et est-ce qu'en réalité, j'avais pas coupé les ponts avec lui parce que je suis pédophobe et qu'il avait 7 ans? Vaste question, vous en conviendrez. Donc bon, à force de me triturer l'esprit, je me suis dit, écoute Bjorn, tu peux pas rester comme ça. Faut vraiment que t'en apprennes un peu plus sur ta pédophobie. Donc j'ai décidé de me rendre à l'hôpital pour faire un bilan complet. Alors vous connaissez ce genre de bilan, prise de sang, échographie, doigt dans le cul. Oui, parce que, oui, du coup je suis retourné voir mon médecin habituel. Donc bon, une fois le bilan passé, je me rappellerai toute ma vie
du jour où j'ai reçu les résultats. Ah, ça m'a brisé. Ce jour restera gravé dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Bah, c'est simple en fait, je suis rentré dans le bureau du docteur comme ça. Hein. Tu sais, lui il était occupé, il était en train d'écrire. Il lève la tête, il me fait « Ah, monsieur Fita, enlevez votre pantalon, baissez votre caleçon, couchez-vous sur le ventre et je suis à vous dans 2 minutes. » Excusez-moi docteur, mais en fait moi je suis juste venu récupérer les résultats de mes examens. Et il me fait oui je sais, mais par mesure de sécurité je préfère quand même prendre votre température. Donc bon, non mais attendez, comme je vous l'ai dit, moi la médecine j'y connais rien, d'accord? Donc je fais confiance. Donc j'enlève mon pantalon, je laisse mon caleçon. Ensuite, ben lui, file ma température. Mais je lui ai demandé au gars, hein. Tu vois, quand je me suis rhabillé, je lui ai dit, mais excusez-moi docteur, mais il me semblait que prendre la température avec un thermomètre au mercure dans le cul, ça se faisait plus parce que c'est super dangereux. Et là, il me fait ah oui, ah non, mais je confirme, plus aucun professionnel digne de ce nom ne prend la température de cette manière. Hein. Regardez, monsieur Fita, juste là, encore un très joli papillon. Vous l'avez vu cette fois? Toujours pas? Vous avez vraiment besoin de repos, monsieur Fita. Tenez les résultats de vos examens. Bon, j'ai pris les résultats, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert l'enveloppe. Alors, j'ai pas trouvé le relevé de température, bizarre. Et qu'il en soit, tu sais, j'ai lu les résultats et là, ça m'a bousillé. Ça m'a bousillé parce que, figurez-vous, mesdames et messieurs, qu'on m'a diagnostiqué pédophobe de stade 3. Sur 3, bien évidemment. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette maladie, en fait, la pédophobie de stade 1, c'est « j'aime pas les enfants ». Stade 2, c'est une émission de sport. Stade 3, c'est « j'aime pas les enfants » et j'aime pas non plus tout ce qui touche à l'univers des enfants. Par exemple, Marc Dutroux, non. Non, vous avez raison, c'est un mauvais exemple. Pas besoin d'être pédophobe pour le détester. Ah ben, je suis con. On va prendre mon exemple à moi. Moi, ce que je déteste tout particulièrement, c'est la période de Noël. Ah non, mais alors, déjà, moi, quand je marche dans la rue, croiser autant de gens heureux et avec le sourire, ah non, mais moi, perso, ça me file la chiasse. Du coup, en décembre, je suis tout le temps déshydraté. Mais bon, tout le monde s'en fout. Et ce que je déteste tout particulièrement dans les fêtes de Noël, ce sont justement les fêtes de Noël. Alors je dis les, parce que je déteste les deux fêtes de Noël. La fête de Noël chrétienne et la fête de Noël païenne. Et dans les deux cas, je déteste ces fêtes parce que pendant ces fêtes, quand j'étais gosse, j'y ai vécu des événements extrêmement traumatisants. Alors bon, pour la fête de Noël chrétienne, c'est facile, hein, c'est simple. Quand j'étais gamin, mes parents me forçaient à assister à la messe de Noël. Et quand t'es gamin, t'as pas envie d'assister à la messe de Noël. Parce que tu préfères rester chez toi pour ouvrir tes cadeaux et jouer avec tes nouveaux jouets. Non mais en plus de ça, quand t'es gamin, la messe de Noël, ça fait quand même super mal aux fesses. Ben oui, parce que quand t'es gamin, rester assis pendant 1 heure sur un banc en bois, merci bien les parents. Alors comme je vous le disais, la deuxième fête de Noël que je déteste, c'est la fête de Noël païenne. Et je déteste tout particulièrement cette espèce de gros sac à merde que vous appelez tous naïvement Père Noël. Non, parce que moi, le côté vieux barbu, bedonnant, qui colle un gamin sur sa jambe en lui disant qu'il faut être très très sage toute l'année, qu'il faut être très très gentil. Et ben moi, quand j'étais gamin, je peux vous dire que j'ai donné, d'accord? Et ça aussi, je peux vous dire que ça fait mal aux fesses, ok? Oui, ben je vous entends juger, hein. Mais vous savez quoi? Moi, je suis d'un naturel optimiste, donc je me dis que, contrairement à vous, moi au moins, j'ai gardé des souvenirs de ma petite enfance, ok? Alors bon, de toute façon, ce qui m'a sauvé,
c'est que quand j'ai atteint l'âge de l'adolescence, en fait, ce Père Noël, il a décidé de se réorienter professionnellement. Et il n'y avait qu'un Père Noël à Saint-Denis. Donc j'ai été sauvé, quoi. Bah oui. Alors, je sais pas ce qu'il est devenu, mais j'ai entendu dire qu'il serait devenu médecin. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, oui, j'habite à Saint-Denis. Donc, Saint-Denis, tout le monde visualise? Ok. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Denis, ouais, alors on va faire un truc que j'aime bien faire. Pour décrire une ville que les gens connaissent pas, en fait, ce que je fais, c'est que je cite les 3 monuments les plus célèbres. Donc, les 3 monuments les plus célèbres de Saint-Denis sont la basilique, le Stade de France et Jawad. Bah oui. Eh ben oui. Non mais attendez, on l'a tous vu la vidéo sur BFM TV. Oui, effectivement, je leur ai prêté mon appartement. Parce que j'imite super bien Jawad. Ben oui, enfin, voyons. Ben, comment ça, pourquoi? Bah, enfin... Parce que tout le monde sait très bien que Ovomaltine, c'est de la dynamite. Sérieusement? Il est sérieux, le gars? Ah non mais, nous les habitants de Saint-Denis, je peux vous dire que ça nous a énervés. Hein. Ah mais moi je suis super énervé contre Jawad. Hein. Non, parce qu'on est tous passés pour des cons. Alors qu'en plus, je suis persuadé qu'il le savait pertinemment que les moins de 30 ans et les étrangers ne peuvent pas comprendre cette blague. C'est quand même un monde, enfin. Calme-toi. Enfin bref, là où je voulais en venir, en disant que j'habite à Saint-Denis, c'est que quand tu vis à Saint-Denis et que tu veux rentrer chez toi depuis Paris en transport en commun, en gros, tu as 2 possibilités. Le RERD ou la ligne 13 du métro. Alors, le RERD, ce qui est bien, c'est que depuis Paris, c'est 2 à 3 stations. Donc ça va vite, c'est rapide. Avant, moi, je prenais tout le temps le RERD. Et maintenant, en fait, j'ai arrêté de le prendre parce que je me suis rendu compte que j'étais pas armé psychologiquement pour continuer à prendre cette ligne. Ah non mais, moi j'ai aucun scrupule à le dire. Mentalement, je suis une merde. Ah ben, non mais clairement, enfin, je veux dire, j'ai peur de tout. Je sais pas dire non, enfin, je suis pas armé pour prendre cette ligne. Et j'ai arrêté de la prendre le jour où j'y ai vécu un événement extrêmement traumatisant. En fait, j'allais prendre l'avion pour aller en Martinique, et c'était un samedi matin. Donc j'ai pris le premier RERD du matin. Autant vous dire que quand il arrive à ma station, il n'y a personne dedans. Donc je monte avec mes valises, je monte à l'étage, on arrive à la station d'après, et là il y a un type qui monte. Je vous jure que c'est vrai. Le type, il monte dans le même wagon que moi. Il monte à mon étage. Et alors qu'il n'y a personne, le gars, il s'assoit en face de moi. Il croise les bras comme ça. Il me regarde droit dans les yeux. Et il dit pas un mot. Le moment le plus flippant de toute mon existence. Alors, quand je raconte ça aux gens, en général, ils me disent « Mais attends, je comprends pas, il t'a même pas fait un petit truc du genre salut beau gosse ». Mais non, même pas. Non mais à la limite, moi j'aurais préféré. Parce qu'un type qui te fait ça, au moins, tu sais ce qu'il veut, tu vois. Alors, c'est vrai que comme mentalement je suis une merde, pour m'en sortir, je me serais senti obligé de le sucer. Certes. On est d'accord. Néanmoins, ça m'aurait fait beaucoup moins peur. Non, parce que là, ce qui était flippant, c'est que le gars, il était silencieux et immobile. Donc moi, quand je suis descendu à ma station, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, mais en fait, ce type-là, vu qu'il parlait pas et qu'il bougeait pas, si ça se trouve, je l'ai sucé pour rien, du coup. Mais non, mais parce que j'avais peur de rater mon avion. Et oui, bah, vous savez combien ça coûte un billet pour la Martinique, hein? Donc,
Donc bon, quoi qu'il en soit, vous comprendrez que ça m'a traumatisé. Et donc j'ai arrêté de prendre cette ligne. Maintenant, je prends plus que la ligne 13 du métro. Alors, la ligne 13, vous allez entendre tout et n'importe quoi sur cette ligne. Les gens la détestent. Mais moi, j'adore prendre la ligne 13. J'adore prendre la 13 parce que quand je prends la 13, j'ai l'impression d'être Bear Grylls dans Man vs Wild. Vous voyez un peu cette émission ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Man vs Wild, en fait, c'est une émission où la production, elle prend un mec qui s'appelle Bear Grylls, donc c'est un ancien commando militaire, machin, et elle le jette comme ça dans la nature, tu sais, mais dans des endroits archi chauds, hein. Alaska, désert, voilà. Et le gars, pendant une semaine, il doit survivre tout seul, sans équipement. Comme on dit, avec sa bite et son couteau. Sauf que comme le mec est super badass, il lui donne pas de couteau. Et d'ailleurs, à ce sujet, il paraît que quand il retrouve les dépouilles des animaux qu'il a tués pour se nourrir, elles ont un trou de balle comme ça. Ah ben oui, mais ils avaient qu'à lui filer un couteau en même temps. Et enfin bref. Donc je disais, moi quand je prends la 13, j'ai l'impression d'être Bear Grylls. Et... Oula, non madame, pas parce que j'enfile les autres voyageurs. Non, j'ai l'impression d'être Bear Grylls parce que quand je prends la 13, comme Bear Grylls, je dois mobiliser toutes mes ressources physiques et intellectuelles pour survivre en milieu hostile. Et comme Bear Grylls, je dois développer mes propres techniques pour m'adapter à mon environnement. Alors, on va pas se mentir, la comparaison s'arrête là. Non, parce que Bear Grylls, lui, il veut survivre pendant une semaine, alors que moi, je veux juste voyager assis pendant mon trajet. Mais, comme Bear Grylls, du coup, j'ai développé ma propre technique pour pouvoir toujours voyager assis dans les transports en commun. Cette technique, je l'ai appliquée encore une fois ce matin en allant bosser. Je peux vous garantir qu'elle fonctionne super bien. Alors, c'est pas compliqué. Le métro arrive, vous rentrez dedans. Ok. Les portes se ferment. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous placer à côté de l'endroit où vous voulez vous asseoir. Même s'il y a déjà des gens qui sont assis, ça n'a aucune importance. Ok. Ensuite, vous allez regarder un endroit. Par contre, ce qui est très important, c'est de ne regarder personne. Donc moi, pour être sûr de ne regarder personne, je fixe un point comme ça, légèrement en hauteur. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous embrouiller avec votre ami imaginaire. D'accord ? À haute voix. Il faut que tout le monde vous entende. Gardez en tête que le but du jeu, c'est de faire peur aux autres voyageurs. Donc surtout, n'hésitez pas à raconter de la merde. Ah oui, et si vous avez un petit peu de place, vous pouvez aussi prendre une position bizarre, parce que ça fait toujours son petit effet. Donc moi, par exemple, ce matin, ça donnait ça. Maudit! Oh, Jean-François! Jean-François, tu me parles sur un autre ton, Jean-François! Oui, bah, t'as pris trop la confiance, hein! Jean-François, redescends, mon gars, redescends! Moi, je te le dis, hein! Oui, ouais, enfin, redescends pas trop quand même! Je te dis stop! Oui, top! Oui, bouge pas, ouais! Oui, Jean-François! Oui, Jean-François, effectivement, Jean-François, quand je rentre du boulot le soir, le chien, j'aime bien lui bouffer le cul. Et alors? En plus, le chien, il s'est... Ok. Alors, déjà, Jean-François, je t'interdis de me couper la parole. En plus, le chien, il s'est jamais plaint jusqu'à preuve du contraire. Oui, Jean-François, évidemment, je sais que les chiens ne peuvent pas parler. Mais Jean-François, je ne suis pas fou. Alors là, mesdames et messieurs, je vous donne en mille. Je vous le donne en mille. On arrive à la station d'après, le métro s'arrête, les portes s'ouvrent et tout le monde se va en courant et en hurlant. C'était incroyable. Et en plus, à côté de moi,
il y avait un chien d'aveugle. Alors, j'y connais rien en chien, mais il paraît qu'ils sont particulièrement intelligents. Quoi qu'il en soit, je le soupçonne d'avoir compris la blague du chien qui se fait bouffer le cul. Le clébard, il a tapé un sprint comme ça. Il a traîné son aveugle sur toute la longueur du quai. Ah, c'était spectaculaire. Ah là là. Non mais bon, maintenant, vous commencez à bien me connaître et vous savez que je suis pas du genre à raconter des conneries. Donc, je me dois de vous dire la vérité et il est vrai que parfois, pas tout le temps, mais parfois, il y a un petit récalcitrant qui reste dans le métro. Alors souvent, c'est quelqu'un qui, par exemple, n'a pas eu le temps de sortir du métro. Hein, très souvent, par exemple, c'est quelqu'un qui est en fauteuil roulant, tu vois. Alors, oula, attendez. Oui, non mais... non, en fait, ce qui se passe, c'est que le monsieur est en train de se dire que c'est pas être récalcitrant quand tu peux pas bouger les jambes. Non, mais on est d'accord, mais on va pas se lancer dans la polémique. Simplement, ce que je dis, moi, c'est que pour ces gens, j'ai développé ce que j'appelle le deuxième effet qui se coupe. Donc, comment ça se passe? C'est très simple. Donc, on imagine qu'il y a un récalcitrant qui est resté assis là. Excusez-moi de vous déranger, monsieur, mais vous comprenez ce qu'il dit ou pas? Juste là. Ah, tu vois, Jean-François, faut vraiment que t'articules, hein, parce que même le monsieur comprend pas ce que tu dis. J'ai jamais compris. T'as jamais compris pourquoi mon pseudo c'est Björn Fitta? Mais qu'est-ce que ça vient foutre dans le sketch, Jean-François? Mais ma chapka aussi, elle t'emmerde, Jean-François. Non, j'ai pas à te dire pourquoi j'en porte une chaque fois que je monte sur scène, enfin. Donc on reprend le sketch. Oui, ah ben voilà, ça je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Oui, 2 secondes, Jean-François, tu vois bien que je m'échauffe. À quoi ça sert que je m'échauffe? Tu te fous de ma gueule en plus. Tu veux peut-être que je te rappelle ce qui s'est passé la dernière fois? Ok. Eh bien, c'est très simple. La dernière fois aussi, tu m'as dit, je te cite, ça ferait très plaisir au monsieur qui est à côté de toi que tu le bifles. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse, juste, on est d'accord que ce mouvement-là, je le fais grave bien. Non, parce que comme c'est la seule cascade de mon spectacle, je l'ai bossé comme un malade, et donc du coup j'en suis super fier. Et donc, je vais même vous la refaire une deuxième fois. Oh, je viens d'avoir une idée. Vous savez quoi? Comme vous m'êtes fort sympathique, je vais même vous la refaire en mode Céline Dion. Ça ferait très plaisir au monsieur qui est à côté de toi que tu le Oui, 2 secondes, Jean-François, je reprends le sketch. Je prends trop la confiance. Oui, je te rappelle quand même que la dernière fois, je me suis fait une triple fracture du bassin avec tes conneries. Alors, c'est sûr que si j'en crois tes propos, ça a dû faire très plaisir au monsieur qui était à côté de moi, étant donné que du premier coup, j'ai réussi à lui briser la mâchoire. Et là, mesdames et messieurs, je peux vous garantir qu'à l'instant même où vous prononcez la dernière syllabe de cette phrase,
il n'y a plus personne dans le métro. Non mais, même le conducteur, il n'est plus là. Et pareil, hein, handicapé ou pas handicapé, je peux vous garantir que ça dégage. Oui, non mais parce que... Non mais, soyons clairs, personne, je dis bien personne, ne vous dira jamais non, moi je reste assis, de toute façon, depuis mon dernier AVC, je n'ai plus aucune sensibilité dans le visage. Non, personne ne vous dira ça. On est d'accord que c'est pas crédible. Non, puis, je vais même aller plus loin que ça. Si vous le faites vraiment bien, peut-être qu'un jour, comme moi, vous aurez la chance d'assister à un miracle. Non, parce que cette technique, je l'ai appliquée il y a un mois. Et à côté de moi, il y avait un cul-de-jatte. Le mec, il a eu tellement peur qu'il s'est barré en courant. Alors, sur les mains, du coup, comme ça. Donc moi, je l'ai chronométré. Je dis bien, mesdames et messieurs, 8 secondes aux 100 mètres. Ça veut dire que le type, il a juste mis 1 seconde 58 au record du monde d'Usain Bolt. Moi qui suis fan d'athlétisme, je peux vous dire que j'ai pas boudé mon plaisir. C'était stupéfiant. J'essaye de faire homologuer son record là. Ah là là. Enfin bref, tout ça pour dire que ce soir, quand vous rentrerez chez vous, peut-être que certains d'entre vous prendront les transports en commun. Donc si c'est le cas, faites-moi plaisir. Appliquez ma méthode. Et vous verrez que si vous le faites bien, plus jamais vous voyagerez debout dans les transports. Croyez-moi, faites-moi confiance. Et cette petite astuce là que je vous ai donnée, cette petite astuce, c'est gratuit, c'est cadeau. C'est pour vous remercier de m'avoir écouté. Bisous. Merci à tous. Alors j'ai l'impression que vous êtes vraiment fait chier. Pour ceux qui savent pas, en fait, la dame qui est là, c'est ma mère. Donc elle avait même son personnage dans le spectacle. C'est la première fois qu'elle le voyait. Non, je vous remercie vraiment à tous d'être venus, ça me fait très plaisir. En plus, John, toi, tu étais venu pour la deuxième fois, tu l'avais déjà vu. Donc ça, c'est l'amour, hein. Ils sont au début d'une relation. Non, merci, c'est vraiment super. Merci à toute la famille, les amis, et surtout, merci à vous deux de filmer, d'avoir filmé. Ça me fera un souvenir, parce que du coup, j'avais pas de vidéo de ma représentation d'avant. Donc là c'est cool et ben, merci encore 1000 fois, j'espère que vous vous êtes amusés. Et voilà. Voilà. Et encore une fois, merci du fond du cœur à René Marc qui m'a donné la chance de monter sur scène. Il faut savoir que la première fois que je suis monté sur cette scène, donc c'était pour jouer une demi-heure de spectacle, il avait même pas lu ce que j'avais écrit, il savait même pas de quoi ça allait parler. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup touché.
parce qu'il a même pas demandé à lire mon texte ou à avoir une idée du sujet ou quoi que ce soit. Il m'a fait entièrement confiance, donc encore une fois, merci énormément. Merci, on se retrouve en haut. Voilà, il va falloir y aller. Merci Guillaume. Jean-François. Merci à toi. Jean-François. Jean-François. Laisse-moi tranquille.